Bonjour à tous. BPI France Université vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui sera dédié à la transition écologique et énergétique dans le secteur des produits métalliques. Comme nous sommes très nombreux, il n'est pas possible de vous laisser parler. Par contre, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en lien avec la présentation dans l'onglet Questions qui se trouve juste à droite de l'onglet Chat dans le panneau latéral et nos intervenants y répondront à la fin de leur présentation. Notez aussi que vous disposez d'un onglet sondage. Utilisez-le pour répondre aux 2 sondages qui vous seront proposés en début de présentation. Vous pouvez télécharger le support de ce webinaire en cliquant dès maintenant sur le nuage en haut à droite de la slide ou sur le lien que je vous ai mis à disposition dans le chat. Je précise enfin que ce webinaire est enregistré. L'enregistrement restera accessible sur Livestorm pendant 1 semaine, de même que le chat. Et le replay sera également mis en ligne très prochainement sur la plateforme BPI France Université. Nous allons pouvoir commencer. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Sylvain Noni-Davadi d'Enea Consulting et Yves Noireau, directeur général des fonderies de Souglan dans l'Aisne. Sylvain, je vous cède sans plus attendre la parole. C'est à vous. Merci beaucoup Marjorie et merci à tous de vous être rendus disponibles pour ce webinaire qui vient clore une série de 5 webinaires sur la transition écologique et environnementale dans différents secteurs industriels. Et aujourd'hui, on traite du secteur de la production de produits métalliques. Donc, comme le disait Marjorie, je suis consultant chez Enea Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en transition énergétique. Et j'ai aujourd'hui avec moi la chance d'avoir Monsieur Noireau, qui est directeur des fonderies de Souglan. Voilà, je vous laisse vous présenter, Monsieur Noireau. Yves, pensez juste à réactiver votre micro. On ne vous entend pas. Oui, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Yves Noireau, donc je dirige les fonderies de Souglan depuis 7 ans maintenant et je mène donc une stratégie basée sur l'innovation et la protection de la planète. Merci beaucoup Yves. Donc, sans plus attendre le sommaire de ce webinaire, du coup, dans un premier temps, je vous rappellerai les caractéristiques de la filière des produits métalliques. Donc, les différents usages, les niveaux énergétiques mis en œuvre, le mix énergétique, donc ce sera sur un périmètre France. Ensuite, on verra les différentes solutions de transition énergétique applicables dans ce secteur et leur pertinence en fonction des besoins, des procédés. Puis, je passerai la parole à Monsieur Noireau pour les fonderies de Souglan. Et à la fin, il y aura un petit moment de questions-réponses au cours duquel nous pourrons échanger. Peut-être juste avant de commencer, un petit sondage qui nous permet à Yves et à moi-même de savoir quel est l'auditoire et de pouvoir ainsi adapter notre niveau de langage. Donc, vous allez avoir, je crois que Marjorie, c'est vous qui prenez la main à ce moment-là, la possibilité de faire un sondage et je laisse Marjorie vous expliquer comment y répondre. Oui, donc le sondage est ouvert. Certains ont déjà commencé à y répondre. Donc, n'oubliez pas d'aller dans l'onglet « Sondage » pour y répondre. Donc, j'attends que ça se stabilise, mais on a quand même une grosse majorité des gens, plus de 90% qui viennent du secteur privé, un petit 3% d'universitaires, petit 3% de retraités, et puis 5% de autres. Très bien. Du coup, on peut passer peut-être à un deuxième et dernier sondage pour préciser un petit peu le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Donc, pareil, je laisse Marjorie prendre la main pour vous expliquer la procédure. Donc, pareil, il est toujours dans l'onglet sondage. Je vois que vous êtes nombreux à avoir commencé à y répondre. Alors, bon, je pense qu'on a déjà des grandes tendances. On a un bon 30% qui travaillent dans le secteur des produits métalliques, presque 20% dans une autre industrie, 15% dans l'énergie, 9% dans la finance et l'assurance, et puis 26% dans autres. Merci beaucoup Marjorie et merci à vous d'avoir répondu. Donc j'espère que pour les personnes qui viennent du secteur, ce sera des exemples qui vous permettront de vous projeter, peut-être de considérer vous aussi la mise en place de ces solutions. Pour les autres, ce sera peut-être une découverte. Donc n'hésitez pas dans l'onglet questions, si vous avez des questions ou des demandes de précision, on y répondra à la fin. Donc la première partie sur les caractéristiques de la filière des produits métalliques. Comme je le disais, on va traiter ici des différentes caractéristiques et peut-être avant de commencer, vous parler du périmètre de l'étude. Donc l'étude, nous, on l'a focalisée sur la fabrication des produits métalliques. Donc on a exclu la partie amont
qui consiste en l'extraction des minerais, ainsi que la métallurgie, ainsi que la partie aval. Et on s'est vraiment concentré sur les différents procédés qui sont en jeu dans cette partie-là, qui sont la forge, la fonderie, la mise en forme, ainsi que le traitement de surface des métaux. Voilà. Et comme on peut le voir sur cette diapositive, on a un mix énergétique qui est à 40% gaz naturel, 53% électricité et 7% autres hydrocarbures. Et ça, c'est pour le périmètre France. Donc, l'intérêt de ce secteur-là, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce secteur-là? C'est parce que c'est un secteur qui consomme quand même pas mal d'énergie, surtout en France, sur le périmètre France. On voit que c'est le deuxième poste de consommation d'énergie dans l'industrie. Et que c'est une consommation c'est un secteur qui a aussi comme caractéristique d'être pour certains procédés peut-être un petit peu moins facilement décarbonables que d'autres. Donc, c'est intéressant de se poser la question justement des solutions qui peuvent être mises en œuvre dans ce genre de procédés-là. On voit qu'on a aussi un secteur qui présente des grosses variations, des consommations d'énergie qui varient fortement en fonction des métaux travaillés. Donc, peut-être que vous avez, vous, professionnels de ce secteur-là, certains types d'alliages que vous travaillez, pour lesquels vous aurez d'autres répartitions énergétiques. Voilà, nous c'est ce qu'on a pu voir. Et on voit aussi que c'est un secteur dont l'intensité énergétique a diminué, puisque c'est un secteur qui requiert beaucoup d'énergie. Le poste énergétique est un poste important de coût. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu de nombreuses mesures d'efficacité énergétique qui ont été conduites au cours des dernières années. Donc, comme je vous le disais, on a un secteur aux procédés et aux applications assez larges. Donc, je donnais en préambule, on a la partie forge-fonderie, on a la partie mise en forme et la partie traitement thermique de surface. Et on peut voir à droite, sur la partie de droite, vous avez la comparaison de l'intensité énergétique en mégajoules par kilogramme de certains procédés. Et on peut voir effectivement la grande amplitude que peut avoir la soudure contre la forge ou contre les traitements thermiques. Voilà. Et on vous donne juste à titre de comparaison ce qui se passe dans le secteur des textiles qu'on a précédemment fait, où on est plutôt entre 5 et 35. Et là, ici, on voit qu'on est entre 5 et plutôt 250 mégajoules par kilogramme. Et je le répète, hein, pour ceux qui ne seraient pas exactement sur ce métal-là, on est sur l'aluminium. Donc, ce sont des chiffres qu'on a pu trouver pour le traitement de l'aluminium. Sur le mix énergétique, comme je le disais en préambule, on est sur un mix plutôt thermique, et c'est ce qu'on voit sur la partie droite, hein, entre à peu près 60% pour forge et fonderie, 60% de l'énergie consommée nécessaire dans cette filière est une énergie, ce sont des besoins thermiques, mais on a aussi des besoins électriques qui sont quand même non négligeables, qui peuvent être dus à des fours, à des fours électriques, à de la fonderie électrique, à aussi de nombreux procédés qui demandent de l'électricité pour fonctionner. Et sur la partie de gauche, comme je vous le précisais, on a les différents mix, et on voit qu'on est plutôt sur de la partie non renouvelable pour ce qui est de l'énergie thermique, avec une prédominance de gaz, un petit peu de charbon et de pétrole. Donc ça, on est sur un périmètre qui est un peu plus large que le périmètre France, on est plutôt sur un périmètre monde. Et comme je le disais jusqu'à présent, on a toujours cette forte variabilité entre les différents métaux et les différents procédés. C'est important de garder à l'esprit que quand on veut faire une analyse un petit peu poussée de ce secteur-là, il faut aller dans le détail des procédés et aussi dans le détail des métaux qui sont en jeu dans ces procédés, puisqu'on peut voir qu'en fonction des métaux et des procédés, on a des très grandes variations de profil énergétique. Donc peut-être pour ceux qui sont un peu moins familiers du secteur, rappeler un petit peu les différents procédés qui sont mis en place. Vous avez au centre de la diapositive, en pointillé rouge, le périmètre de cette étude. Donc, on a, à la suite, bien sûr, de tout ce qui va être amont, production de minerais et métallurgie, on va avoir la partie fusion, hein, pour produire des alliages, la sablerie, qui va permettre de produire des moules en sable, le moulage, le démoulage, qui sont des procédés qui se suivent. Et ensuite, après, on va avoir tout ce qui est traitement de surface, tout ce qui va être mise en forme et traitement de surface, avec le matrissage, la frappe à froid, l'extrusion, le filetage, et tout ce qu'on peut avoir ensuite sur une partie plutôt aval, avec possibilité aussi, on l'a montré, de réutiliser certains moules, de la partie démoulage à la partie sablerie. Et on voit que ce n'est pas quelque chose qu'on traitera ici, mais c'est quelque chose qu'on peut déjà mentionner, avec une partie économie circulaire, la réutilisation des moules pour les procédés de moulage.
moulage, justement. Donc, associé à ces procédés, on vous a mis de manière qualitative l'énergie qui était nécessaire. Donc, c'est de manière assez à une maille assez grosse. Donc, c'est surtout l'énergie qu'on peut voir en priorité. Donc, on peut voir que pour la fusion, on est plutôt sur du thermique, même si, comme je le disais, on a aussi des fusions qui peuvent faire intervenir de l'électricité. Sur la partie sablerie, on a un mélange des deux. Sur le moulage, le démoulage, on est plutôt sur des procédés électriques, tout comme la frappe à froid, l'extrusion, le filetage. Et on va avoir pour le matrissage certains procédés qui se font à chaud. Voilà. Donc ça, c'est juste de manière qualitative pour montrer un petit peu quels sont les différents procédés. Et ça nous paraissait aussi important, peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, de montrer que pour ce secteur-là, et c'est un secteur d'intérêt, et je pense que M. Noireau le précisera dans son intervention, le secteur de la production de produits métalliques, c'est un secteur pour lequel la problématique environnementale fait peser un certain risque. On l'avait présenté lors de la partie secteur plastique, où on a de plus en plus de plastique, de polymères et de nouveaux matériaux qui viennent remplacer les matériaux métalliques. Donc on a aussi, on a pour ce secteur-là la question environnementale qui peut être à la fois une opportunité et qui, dans certains cas, peut forcer le secteur à se repositionner, puisque on souhaite que ce soit pour l'allègement des carlingues d'avion, comme c'est présenté ici, ou pour les voitures, on souhaite remplacer des matériaux par des matériaux plus légers, ou bien sur la partie climatique, comme on a certains procédés qui sont qui émettent pas mal de CO2, on peut avoir, comme je le mentionne ici sur la partie climat, la phase 4 de l'EUTS, du Plan national d'adéquation des quotas, qui peut représenter un risque pour ce secteur-là. Enfin, peut-être une petite parenthèse sur la partie environnement. On a aussi certaines plutôt biodiversité d'ailleurs. On a certaines mesures venant à limiter l'utilisation de certains produits, et on prend comme exemple l'usage de plomb, l'usage récréatif de plomb, donc par exemple pour la pêche, qui peuvent aussi, pour certaines sociétés de ce secteur-là, faire peser un risque sur la pérennité de leur activité. Donc voici pour la première partie qui était vraiment une entrée en matière très générale sur ce secteur-là. On va vous montrer maintenant les différentes solutions et leur pertinence. Et dans un premier temps, vous présentez ici les solutions qui ont été évaluées. Donc vous les avez sur la gauche. Donc vous avez l'ensemble des solutions qu'on a étudiées. Et l'idée, c'était de comprendre si celles-ci étaient pertinentes ou pas dans le secteur. Et pour ça, on s'est basé sur les retours d'expérience, sur des entretiens aussi ciblés auprès d'industriels pour comprendre ce qui était mis en place, voir un petit peu quelles étaient les solutions qui faisaient le plus sens. Et c'est le sens vraiment de cette notation, de vous mettre d'une pastille verte à rouge en passant par le jaune, à la fois la pertinence de la solution, mais aussi sa réplicabilité au sein du secteur. On l'a dit, c'est un secteur qui est très varié, qui a de nombreux procédés. Donc, ce qui était aussi intéressant, au-delà de la pertinence, c'est de savoir que cette solution-là était réplicable. Et ce qu'on a pu voir, la plupart des solutions qu'on a pu voir concernaient le solaire photovoltaïque et les mesures d'efficacité thermique et d'efficacité électrique. Donc, ces mesures-là, ce sont des mesures d'efficacité énergétique. On a séparé en deux ces solutions, soit quand on récupère de la chaleur fatale sur un procédé thermique, comme un four, ou quand on récupère de la chaleur fatale sur un procédé électrique, comme par exemple un compresseur. Et donc, on a pu voir que c'était vraiment les solutions qui étaient mises en place le plus souvent dans les différentes industries et les différentes sociétés qu'on a pu évaluer au cours de cette étude. Je vous laisserai prendre connaissance de la partie droite à tête reposée. Voilà, l'idée, c'est de pas de détailler l'ensemble de la diapositive aujourd'hui, mais vous aurez de toute façon ce support pour pouvoir le regarder et comprendre derrière qu'est-ce qui a motivé ces notations. Donc, sur les différentes mesures, on a aussi voulu montrer que si ces solutions pouvaient couvrir tout ou partie des besoins énergétique du procédé, et c'est le sens vraiment de ce que je vous présente actuellement. On voit par des pastilles de couleur rose, rouge ou bleu, si la technologie, donc rouge et rose, c'est pour la partie thermique, permet de couvrir tout ou partie des besoins thermiques du procédé. Donc lorsque c'est rose, c'est qu'on ne peut arriver avec cette solution qu'à une certaine température et que le procédé en demande plus. Si on est par contre rouge foncé, c'est que le procédé peut subvenir à l'ensemble des besoins énergétiques du procédé. On peut prendre un exemple, avec la fonderie, on peut installer du biogaz
et monter au niveau de température nécessaire pour faire la fonte de certains métaux sans avoir de problème. On voit que pour certaines solutions, en fonction des besoins de température, on ne va pas pouvoir monter à ce niveau-là. Et c'est pour ça que, par exemple, pour le solaire thermique ou pour la géothermie, vous avez assez peu de pastilles parce que les niveaux d'énergie sont tels et les niveaux de température sont tels dans ce secteur que ces solutions-là, qui sont pour la géothermie très basse énergie et pour le solaire thermique assez basse énergie, ne permettent pas de monter au niveau requis par les procédés. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. On a mis aussi dans notre étude la partie efficacité énergétique. Et donc ici, sur le même modèle que précédemment énoncé, on vous a mis quelques actions et leur pertinence par rapport au procédé. Donc la récupération de chaleur faible, fatale, basse température sur des procédés électriques ou sur des procédés thermiques a été représentée, ainsi que l'optimisation et le remplacement des équipements et l'électrification des procédés. L'électrification des procédés, il faut l'entendre comme passer d'un procédé qui utilise du gaz ou un autre vecteur énergétique thermique à un procédé électrique. Et dans le cadre d'une étude sur la France, avec un mix énergétique et un faible coût carbone de l'électricité, on peut réduire l'impact de certains procédés si on les électrifie. Donc c'est ça le sens de ces pastilles-là. Donc vous avez pour le reste la notation très pertinente ou pertinente en fonction de la possibilité de récupérer sur certains procédés soit de la chaleur fatale thermique, soit de la chaleur fatale électrique. Donc très rapidement, maintenant, je vais passer aux différentes solutions. Donc, vous présentez un petit peu la biomasse. Je pense que tout le monde est assez familier avec la biomasse, mais je peux répéter rapidement pour ceux qui auraient quelques lacunes. On est vraiment, c'est assez simple. On est sur une chaufferie biomasse qui vient remplacer une chaufferie à gaz ou une chaufferie au fioul. Donc, on vient mettre ici du bois qui a l'avantage de n'émettre que du CO2 qu'on qualifie de biogénique, donc qui n'est pas fossile, qui reste que dans un cycle court et qui permet donc, selon les notations, on peut prendre l'ADEME par exemple, de ne pas considérer d'émissions de CO2 si on utilise ce combustible renouvelable. Donc, ce qu'on a pu voir comme solution, vous avez ici deux exemples. À droite, on a la fabrication de couteaux. Et c'est un peu un cas typique, un cas d'école, puisqu'on a des manches en bois, et donc on a forcément des chutes de bois qui sont générées par cette activité de fabrication de manches, qu'on peut ensuite utiliser dans une chaudière biomasse. Et on peut voir ici, ce qui est intéressant, on peut voir l'efficacité de cette chaudière biomasse en termes d'économie de fuel, mais aussi en termes de CO2 évité. Et c'est ce que vous avez dans le bandeau. Ça permet d'éviter une certaine quantité de CO2 et de faire aussi des économies ici sur le fuel. Vous noterez également le temps de retour sur investissement qui n'est pas très court. Hein. Les solutions de transition énergétique n'offrent pas toujours un temps de retour sur investissement très, très court. Voilà. Et c'est pourquoi aussi il y a des subventions, on le mentionnera par la suite. Sur la partie de gauche, on est aussi sur une chaudière biomasse, cette fois-ci pour de la mécanique générale de précision, et on voit ici, comme je le mentionnais, les différentes participations. Hein, sur un investissement assez faible de 67 000 €, on a quand même une participation non négligeable de l'ADEME et de la région pour justement aider l'industriel à mettre en place cette solution. Donc ensuite, on passe aux autres mesures qu'on a pu voir le plus souvent, qui sont les mesures d'efficacité énergétique, à la fois sur des procédés thermiques et des procédés électriques. Donc ici, on vous présente l'ensemble, l'intégralité des mesures. On voit qu'elles sont plus ou moins secteur spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qu'on peut mettre en place dans tout secteur, qui sont transsectorielles. Elles vont surtout concerner la climatisation, le chauffage, le refroidissement des locaux, l'eau chaude sanitaire si on a des besoins en lavage, des choses comme ça. Et on en a d'autres qui vont être plus spécifiques, qui vont, dans notre secteur, concerner plutôt les fours, avec l'optimisation du choix du four, pour avoir un four qui est adapté au travail qu'on lui demande, la maintenance de ce four, la récupération de chaleur fatale, soit dans les fumées, soit dans d'autres éléments de ce four. Et sur la partie de gauche, pour les procédés plutôt électriques, comme on a vu de nombreux compresseurs, on peut aussi récupérer de la chaleur fatale sur des compresseurs qui peuvent permettre de préchauffer de l'eau de lavage, par exemple. Donc, voilà pour faire la transition avec les compresseurs. Ici, on a l'exemple de deux sociétés qui ont mis en place un variateur électronique de vitesse dont le but est d'adapter le travail ici d'une pompe, d'un extracteur à son fonctionnement. Ça permet d'éviter d'avoir
quelque chose de surdimensionné, un extracteur de surdimensionné, et de vraiment être au plus proche des besoins. Et on voit que derrière, on a sur la partie de gauche un investissement assez faible, mais avec un retour sur investissement qui est aussi assez court et qui permet, au bout de 3 ans, de rembourser l'investissement initial. Ici, on parle bien sûr de retour sur investissement brut, hein, on ne prend pas en compte toute l'optimisation fiscale ou l'ingénierie fiscale qu'on pourrait mettre en place. Sur la partie de droite, on est sur du mobilier métallique et on voit un investissement un petit peu plus conséquent, mais un taux de retour sur investissement assez court. Et ici, on a quand même l'économie de 30 tonnes de CO2 par an, qui n'est pas négligeable, et surtout aussi une économie d'énergie, donc ici en mégawattheure électrique. Ensuite, 2 projets de récupération de chaleur fatale sur les fumées. Donc ici, c'est ce que je vous mentionnais au début. On vient mettre un échangeur au niveau des fumées qui permet de préchauffer soit des pièces ou de l'eau de lavage. Donc on a sur la partie de gauche une société qui produit des lames de ressort pour la suspension de poids lourds, et sur la partie de droite, des pièces de fonderie usinées pour l'automobile. Et on peut voir que l'objectif des deux était de diminuer la consommation soit des machines de lavage ou des fours de traitement thermique, et que derrière, on a la récupération pour la production de lames de ressort de chaleur des cheminées de 4 fours pour préchauffer les pièces et l'air comprimé des brûleurs. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a récupération de chaleur fatale pour directement être utilisé sur le même procédé, et on vient ici diminuer la consommation des fours. Sur la partie droite, on a récupération de chaleur fatale dans ces fumées avec échange thermique pour préchauffer l'eau de lavage qui est stockée dans un ballon. Donc, on a ici la volonté de récupérer cette chaleur fatale, mais pour deux utilisations différentes. L'une pour le procédé en lui-même, l'autre pour du lavage. Et on voit qu'on n'est pas non plus sur des investissements de même ordre de grandeur, même si ça reste en dessous de la centaine de milliers d'euros, et avec des taux de retour sur investissement qui ne sont pas très très longs et qui permettent de faire des économies d'énergie assez importantes, puisque pour la partie de gauche, on atteint quand même une économie de 3% de la consommation totale des fours. Voilà. Ce qui permet par ailleurs d'économiser également les émissions de CO2. Ici, il n'y a pas prise en compte, on n'a pas pris en compte ici par exemple la valorisation de ces émissions de CO2 si le site était soumis à un reporting CO2 au niveau européen. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez brut, d'assez direct. On vous présente également deux autres projets de récupération d'énergie thermique. On a ici la production d'éléments hydrauliques sur la partie de gauche, et le découpage et le pliage de tôles et de fils métalliques pour la production de rayonnage sur la partie droite. Et on voit qu'on avait ici la volonté, l'objectif de ce projet, c'était de utiliser de la chaleur pour chauffer les bâtiments. Donc sur la partie droite, on a mis en place un émetteur infrarouge qui permet d'économiser 190 mégawatts par an d'énergie. Et sur la partie de gauche, on a récupéré la chaleur fatale sur un compresseur avec renvoi de l'air chauffé vers les ateliers. Et ça permet de réduire de 70% l'électricité fournie au compresseur. Donc on voit que ce sont deux mesures qui permettent assez rapidement d'avoir un gain significatif. Pour cette partie-là, ce sera tout. Donc, juste avant de passer la parole à Yves, on vous a présenté ici, pour les différentes solutions qui vous ont été mentionnées, des exemples d'acteurs. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. On a essayé quand même d'en mettre un bon nombre pour que vous ayez une certaine diversité. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins de regarder ce qu'eux peuvent vous proposer. Voilà. Nous, on accompagne souvent les industriels et on se fait accompagner aussi de porteurs de solutions qui nous permettent de mieux dimensionner les offres. Donc, vous pouvez librement consulter ces différents sites pour voir s'ils ont des projets qui peuvent répondre à vos besoins. Voilà. Et c'est tout pour moi. Je vous passe la parole, Yves, pour l'exemple des fonderies de Souglan. Merci, Sylvain. Alors, je ferai un peu d'histoire rapidement avant de démarrer. Comme vous le voyez, 478 ans d'innovation, effectivement, nous existons depuis 1543, et depuis une petite dizaine d'années, le choix a été fait de créer de la valeur par l'innovation et la protection de la planète. Donc, vous le verrez
dans ma présentation, on a une orientation très forte basée sur l'innovation et sur la transition énergétique et écologique. Nous sommes à la fois ambassadeurs de la French Fab, on défend, on est très engagé pour la renaissance de l'industrie française, et puis aujourd'hui éclaireur de la communauté du coq vert. Alors un peu d'histoire, 1543, pourquoi sous-gland? Eh bien tout simplement, le gland coule, c'est une rivière qui coule au bas de l'entreprise. Il y avait du minerai, il y avait du bois, et donc tout ce qu'il fallait pour à l'époque démarrer par une forge, puisque la fonderie n'existait pas. La lignée d'Ormois, alors la lignée d'Ormois, c'est le début d'innovation, et d'innovation pas n'importe laquelle. Vous voyez sous 478 ans d'augmentation, une machine, ben cette machine, c'est une machine à émailler. C'est les fonderies de Souglan qui ont inventé la machine à émailler et qui a obtenu le prix présidence du jury à l'Expo universelle de 1900. Alors cette machine, elle était surtout liée à la sécurité et à la santé des salariés qui n'étaient plus exposés directement au plomb. Ensuite, une orientation vers particulière qui était un petit peu décalée par rapport à la fonderie. Nous avons été jusqu'à fabriquer des cuisines intégrées en tôle émaillée. Et ce faisant, les ventes d'appareils à combustible solide ont chuté dans les années 50, 60 surtout. Et donc, il a fallu pivoter. Cette entreprise, à cette époque, a été rachetée par François Lang, qui est le père de la présidente actuelle. Et vous voyez, il a fait une transformation exceptionnelle. C'est le début d'une nouvelle aventure, à savoir passer de cuisine en fonte et en tôle émaillée à des pièces de fonderie avec une orientation très technique. Comme vous le voyez, on travaille à la fois pour le groupe allemand MAN depuis 50 ans, et puis on fabrique des pièces de moteurs de bateau pour l'US Navy. Et donc l'arrivée de Florence Lang qui a, avec courage, racheté cette entreprise et l'a transformée, l'a modernisée, et une patte peut-être plus féminine, je dirais, donc une orientation obligatoirement beaucoup plus RSE, beaucoup plus environnementale. Vous le verrez d'ailleurs dans les explications que je vous donnerai par la suite. Alors, Fonderie de Souglan, quelques chiffres. Bon, on est une PMI de 70 personnes. On a réalisé en 2019 6 millions de chiffres d'affaires. Je vous dirais malheureusement en 2020, nous n'avons pas réalisé le même chiffre, mais nous sommes toujours là et toujours solides pour démarrer 2021, avec depuis 2015 7% du chiffre d'affaires qui est consacré à la R&D, 10% à l'investissement de tout type, et puis petitement 2% à l'international. Nous n'avons pas les moyens d'attaquer, comme on dit, tous azimuts, mais nous sommes très présents, en particulier dans la R&D verte, comme je vous l'ai dit. Nous avons 3 ateliers, de nombreux clients, de nombreuses pièces référencées, et nous pratiquons la formation continue et le développement des connaissances ainsi que et des compétences, ainsi que la transmission. Et dans ce sens, nous avons créé un centre de formation propre à l'entreprise il y a 1 an. Alors, en 2014, quand je suis arrivé, j'ai fait un benchmark. J'ai regardé un peu ce métier, la fonderie, que je ne connaissais pas. Et j'ai vu un marché qui était comme l'industrie, mais très certainement encore plus, livré à une pression concurrentielle croissante des pays à bas coût, un métier capitalistique, énergivore, et puis des marchés cycliques, et avec des creux et des crêtes se succédant. Et comme toute entreprise française
toute industrie française, mais en particulier la fonderie, un outil de travail qui, par rapport notamment à nos amis allemands, bien souvent durait 10, 20, 30 ans de plus. Donc, toutes ces contraintes, ces obligations, bien sûr, pèsent sur les marches et donc ont généré des besoins de trésorerie croissants, ce qui a limité et ce qui limite fortement les capacités d'investissement. Donc, on est un peu comme dans une spirale infernale. Je terminerai mon propos sur le constat. Quand je suis arrivé pendant une année, j'allais à une vente de fonderie qui avait fermé tous les 15 jours à peu près. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je crains que dans les mois et les années qui viennent, et en particulier les fonderies d'alu, se retrouvent en grande difficulté. Alors, face à ce constat, que fait-on? On vivote, on pivote, on risque de disparaître. Donc, nécessité de se différencier pour pérenniser l'entreprise et la développer. Donc, avant d'être manufacturier, nous avons fait le choix d'être apporteurs de solutions, voire même dans notre business model, faire de la recherche et pourquoi pas faire réaliser nos pièces en France, mais aussi en Europe, où au travers de nos travaux de recherche, nous pourrions, via des contrats de licence, toucher des royalties. Et puis, une orientation assez rapide, mais dans la continuité pardon, de ce que nous faisons depuis toujours, à savoir rendre nos pièces vertes et intelligentes. Alors intelligentes, et bien tout simplement, intégrer dans nos pièces peut-être un peu de nano, derrière une protection céramique. On est en train de travailler dessus, qui permettrait pour un mainteneur de savoir sous quel délai sa pièce va être à remplacer, si elle a des contraintes particulières, et donc récupérer un maximum d'informations sur la vie des pièces d'usure. Donc, une spécialisation dite intelligente, avec toute l'humilité qu'il faut avoir, mais basée sur les 3 I: investissement, innovation, international. Et nous sommes très axés RSE au travers ces 3 actions. La RSE fait vraiment partie intégrante et c'est une valeur motrice de l'innovation pour les fonderies de Souglan. Alors voilà notre modèle économique. Vous voyez cette ligne de métro avec ces stations dans lesquelles vous pouvez entrer et sortir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, via une offre à la carte, venir nous demander de faire des travaux de recherche auxquels nous associons le CTIF et le CETIM, bien entendu. Je suis d'ailleurs administrateur des deux, du CTIF et du CETIM. Et nous pouvons donc bien suivre un peu et aller jusqu'au prototype et pré-série, par exemple. Et si nous n'avons pas la capacité de fabriquer 50 000, 100 000 pièces, eh bien, un client peut très bien fabriquer ces pièces. Alors, on va le flécher le plus possible sur des fonderies françaises ou européennes. Et in fine, s'il souhaite avoir une centaine ou 200 pièces en stock, on peut bien entendu lui fabriquer, pas au même prix que les 50 000 ou les 100 000. Mais voilà, économie de la fonctionnalité, économie d'usage, on met à disposition des techniciens, ingénieurs, bureaux d'études chez nos clients pour travailler. On apporte des conseils à nos clients quand nous sommes au rang d'eux vis-à-vis de leurs clients. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce centre de formation qui aujourd'hui n'a pas encore pris son envol, mais où on travaille déjà beaucoup sur la transmission des savoir-faire. Et donc, ça se transforme en 3 triptyques, à savoir économique, je vous l'ai présenté, innovation, investissement international, patrimoine, eh bien, tout simplement le passé, le présent et le futur. Pour ce qui est du passé, du présent,
nous avons un projet de créer un musée au travers des locaux que nous avons, avec une nécessité d'attirer des clients et des talents. Et puis l'humain et le triptyque citoyen autour de l'homme, de la planète et la transmission. Donc on est là sur un projet stratégique à moyen et long terme. Alors notre mission, notre ambition, donc vous voyez quelques photos des fonderies de Souglan. Vous voyez ces cuisinières en fonte émaillée que nous réalisions dans les fonderies de Souglan. Donc l'idée, c'est de bâtir un projet citoyen ancré sur son territoire. On a une très forte, on est sur un territoire qui s'appelle la Thiérache. Pour imaginer et mettre en œuvre des actions pour préserver la planète. Alors comment créer un site industriel remarquable? Il y en a beaucoup dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont monté des structures et qui permettent à un certain nombre de visiteurs donc de visiter, de connaître l'histoire. Eh bien, l'idée, ce serait à la fois d'avoir ce site industriel remarquable, mais aussi avec son musée, ses visites d'usines, mais aussi un centre d'excellence où il y aura bien entendu ce centre de formation, mais aussi tous les procédés qui permettent de comprendre ce qu'est la fonderie et notamment ces 1500 références, ces 300 clients nous permettent aussi d'avoir une expertise sur de très nombreuses études et fabrications de pièces. Alors, nous pensons être une entreprise responsable. Oui, nous sommes ISO 9001, mais nous sommes aussi ISO 14001 depuis une quinzaine d'années. Et nous allons déposer, nous aurions dû le faire l'année dernière, l'ISO 50001. Il faut savoir que depuis 2014, dès que nous engageons un projet, quel qu'il soit, on met en place un mode d'accompagnement basé sur ce que j'appelle la démarche KEPS, où on mesure les conséquences dans chaque projet qu'il y aura sur la qualité, l'environnement, prévention, sécurité, énergie. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de notre démarche systématique. Et puis, est intégrée, comme je vous l'ai dit, une approche RSE, il y a une vraie envie. Je vous donne un exemple, il y a une équipe de communication dans le management libéré. J'ai mis en place un comité communication où plus le temps passe, moins je suis en validation des actions qui sont menées tant en interne qu'en externe. L'économie circulaire, le recyclage, on va en parler, je vous en parlerai plus avant, après. En fait, ce qui a été intéressant quand j'ai préparé mon intervention, je me suis aperçu que l'économie circulaire, le recyclage, ça fait vraiment partie des fondamentaux de notre métier. Et donc, nos travaux de recherche qui sont axés fabrication durable et responsable, puisque un des objectifs majeurs, nous fabriquons beaucoup de pièces de maintenance, c'est de les faire durer plus longtemps. Et à partir du moment où on fait durer plus longtemps des pièces, obligatoirement, ça a un impact sur l'empreinte carbone en particulier. Alors, un métier qui fait partie intégrante de la filière recyclage, oui, matière première et recyclage. On achète de la matière première, des déchets métalliques, des inox, ça peut être des pots d'échappement, des chutes de rive, ce qu'on appelle des chutes de rive issues d'automobiles. On a même à une époque racheté des fûts de bière, les anciens fûts de bière, donc, vous voyez. Et puis aussi du cuivre, de la fonte, des disques de frein de camions ou de trains. La matière première et le recyclage,
on a ce que l'on appelle les retours, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de couler la pièce, donc la descente de coulée, les canaux d'alimentation de pièces, les maslottes qui permettent d'avoir des réserves de métal quand le métal se rétracte. Ça peut représenter un volume équivalent à celui de la pièce. Donc, on a là, en circuit fermé, eh bien, ce recyclage interne, on recycle et on est là dans un cercle vertueux qui nous permet, bien entendu aussi, d'être plus compétitifs. Alors, on réutilise les matières premières qui ont déjà eu une première vie. Donc, on a tout ce recyclage issu de l'externe et puis tout ce recyclage issu de l'interne qui va permettre des gains financiers et puis de gagner du temps et de produire plus rapidement. On a une autre ressource naturelle qui est le sable. Et le sable, ce n'est pas n'importe quel sable, ce n'est pas du sable que l'on trouve sur les bords de mer que nous utilisons. Et on se doit de le régénérer le plus possible. Nous l'avons sur une régénération thermique sur 2 lignes de production et sur une mécanique, pardon, sur 2 lignes de production et thermique sur une ligne de production. Alors pourquoi faire? On retrouve la notion de circuit fermé, des gains financiers. Vous voyez, 60 € la tonne, on en utilise des centaines. Préserver les ressources naturelles et diminuer l'impact carbone, bien entendu, des allers-retours, bateaux, avions. À partir du moment où on recycle nos sables, eh bien, sauf ajout à certains moments de sable, de nouveaux sables, on régénère le plus possible notre sable. Et puis l'énergie, puisque, comme vous l'a dit Sylvain précédemment, il y a énormément à récupérer dans une fonderie. Chaleur fatale, oui, mais pas uniquement. Alors nous avons les fours à induction de moyenne fréquence que l'on a remplacés en 2011. C'est un coût réduit d'utilisation, à peu près 50%, et un bien meilleur rendement. La récupération d'énergie sur ces dispositifs, donc sur les fours, donc ça c'est une étude qui est en cours pour chauffer les ateliers. On a des serpentins de refroidissement des fours qui produisent bien entendu de l'eau chaude. Et l'idée, peut-être avec un puits canadien, pouvoir préserver cette eau qui nous servira plus tard en été notamment. La récupération d'énergie sur les compresseurs, Sylvain vous en a parlé aussi. Donc là, on a mis en place depuis 2017 pour chauffer les ateliers de la récupération de chaleur. Et puis, nous avons un four à traitement thermique et puis nous chauffons nos poches, c'est-à-dire c'est comme si dans une cuisine, on chauffait les assiettes avant de mettre ce que l'on va déjeuner. Donc nous, de la même façon, eh bien, ces poches, ce sont des poches de coulée lors de la fusion. Les fours vont basculer et le métal en fusion va dans ces poches et de ces poches, on va couler les pièces. Donc là encore, une étude est en cours pour diminuer les coûts et récupérer la chaleur. Et enfin, pour le dispositif de fusion, pour une partie, on a bien sûr une surface couverte énorme. Donc là, on a une étude, mais un projet qui est très lourd sur la mise en place de panneaux photovoltaïques. Alors ça représente un peu voilà ce que sont les fonderies de Souglan avec cette résilience, cette transformation, cette renaissance. Nous sommes à la fois entreprise du patrimoine vivant et vitrine industrie du futur, c'est-à-dire qu'on fait partie de la petite centaine d'entreprises aux côtés d'Airbus, la TECOR, Safran et la SNCF, comme étant reconnues comme une vitrine de l'industrie du futur. Et nous avons donc déposé une marque qui s'appelle Pilote. C'est pour tout ce qui est pièces à haute température, résistant à haute température. Donc aujourd'hui, on a un projet, et ce projet qui est en
en cours depuis quelques années maintenant. Je vais vous le présenter tout de suite. C'est le barreau du futur. Eh bien, c'est un barreau que nous mettons en place dans les chaudières biomasse. Alors, chaudière biomasse, Sylvain vous en a parlé, à savoir qu'il y en a 4500 en Europe et à peu près autant en Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis. Et bien entendu, de plus en plus de chaudières vont migrer, les chaudières à charbon notamment qui sont en Allemagne, vont migrer vers les chaudières biomasse. Donc, il y a un marché. Et comme ce sont des barreaux, on va dire, qui peuvent être attaqués, puisque c'est des productions en quantité par la Chine, par la Turquie, par l'Inde, eh bien, seule issue, c'est de faire un barreau différent. Et pour nous, le barreau différent, c'est un barreau qui va durer 2 fois plus de temps que le barreau standard pour toutes ces chaudières. Donc, nous mettrons sur le marché un barreau qui aura donc une durée de vie prolongée, avec tout ce qui concerne bien entendu la consommation, la production responsable, donc une orientation, transition écologique. Le voici ce barreau. Alors oui, c'est un barreau, ça n'a rien d'exceptionnel, sauf que grâce à cette vitrine, puisque c'est aussi notre vitrine, en fait, c'est ce que nous faisons pour tous nos clients. Quand un client vient nous voir, la première chose qu'on lui pose comme question, c'est quelles sont ses contraintes, quels sont ses besoins, comment on peut le faire être lui-même plus compétitif et plus respectueux des ressources naturelles. Un petit clin d'œil, mais qui n'est pas neutre, un grand dilemme. Voilà, on avait un ouvrage qui avait aussi 478 ans, qui était un barrage qui alimentait via une centrale hydroélectrique l'entreprise. Eh bien, le choix a été fait de le déraser pour assurer la continuité écologique, pour la libre circulation des espèces aquatiques, et non pas de réhabiliter notre centrale électrique. Alors, en conclusion, Zola, si je vous disais, il y a une demi-heure, allez, j'ai eu un coup de fil de Netflix qui va faire une série qui va s'appeler Germinal. J'étais vert parce que je suis vert, mais vert parce que je lui ai dit, écoutez, moi je veux bien, mais allez faire ça ailleurs. C'est fini Zola, c'est fini Germinal. Donc cette industrie est dévalorisée parce qu'elle a une image d'industrie lourde, sombre et poussiéreuse, alors qu'en fait c'est une industrie qui innove, qui se transforme et qui est très respectueuse en fait de l'environnement et qui l'est de plus en plus. C'est un métier ancestral qui est méconnu. Recyclage et économie circulaire pratiquée à haute dose. En fait, en réserve naturelle, pour fabriquer nos pièces, c'est surtout du chrome que nous utilisons. On utilise aussi du nickel, du molybdène, etc. Eh bien, ça représente par rapport à tout ce que l'on pratique en économie circulaire et en recyclage, 10% de nos pièces, de nos tonnages coulés. Donc, c'est un chiffre que l'on ne connaît pas. Nous, on l'a fait par rapport à notre production et par rapport à nos achats. En fait, l'extraction, les ressources naturelles, on n'en prend que 10% dans toute la production de nos pièces de fonderie. Et c'est bien souvent plus respecté que dans des métiers dits high-tech. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de grains à moudre, c'est-à-dire qu'il faut s'équiper, il faut accélérer la mutation de nos outils de production. Mais je milite beaucoup pour un business model qui doit prendre en compte l'innovation couplée à l'écologie. Alors,
moi, je pense, j'ai une vraie conviction, c'est que le marketing demain, c'est nous-mêmes par rapport à notre approche éthique, sociale, sociétale, mais innover et protéger la planète, c'est ça qui attirera les talents, c'est ça qui attirera les clients. Il ne suffira pas de dire on est les plus beaux, on est les meilleurs. Et je crois vraiment que, au-delà de faire tourner son entreprise, un dirigeant doit s'engager, il doit embarquer ses troupes. Pour nous, industriels, il faut assurer la renaissance de l'industrie, oui, mais il faut réussir aussi la transition écologique et énergétique. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup, Yves. Donc, juste voilà, très rapidement en résumé, comme on a pu le dire, on a de nombreuses solutions qui permettent de réduire les émissions de CO2 et la consommation d'électricité dans le secteur de la production de produits métalliques. Et que cette transition écologique peut constituer une réelle opportunité, un positionnement premium, peut permettre également de remettre en cause les modèles d'affaires existants pour assurer la pérennité du secteur en France et dans le monde. Voilà. Sans plus tarder, on va passer, je vous laisserai voir ça à tête reposée aussi, on va passer aux questions. Donc je passe la main à Marjorie pour faire l'animation des questions. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va commencer par une question de Stéphane qui fait le constat que la production d'électricité en France est majoritairement nucléaire et donc massivement décarbonée. Et du coup, il se demande si tous les projets de passage d'électricité au gaz sont pertinents. Merci Stéphane pour la question. Si je comprends bien, on mentionne ici des passages de l'électricité au gaz. Donc on avait un procédé électrique, on passerait à un procédé gazier. Peut-être que c'est l'inverse qui est mentionné. Effectivement, il faut, comme je disais dans ma présentation, il faut considérer le facteur d'émission de l'électricité produite en France. Donc en fonction du mix énergétique, on peut soit le prendre moyen, soit le prendre en temps réel. Si on a par exemple une production qui est saisonnière, puisqu'on peut parfois en France acheter de l'énergie à nos voisins et qui ne sera pas produite à partir de nucléaire. Donc en fonction de la précision qu'on souhaite avoir, on prend ce facteur d'émission-là, on le compare au facteur d'émission du gaz. Si c'est un gaz fossile, il aura forcément un facteur d'émission supérieur. Si c'est un biogaz, il aura un facteur d'émission qui peut être inférieur en fonction aussi de si on fait une analyse de cycle de vie ou non. Et lorsqu'on compare les deux, on peut dans ces cas-là voir qu'une solution d'électrification d'un procédé permet de réduire les émissions de CO2 du procédé. Je vous laisse compléter, Yves, si vous souhaitez. Non, très bien. Très bien. Parfait. Du coup, on peut passer à la question suivante, Marjorie. Merci. Alors, une petite question qui, je pense, sera rapide. François s'étonnait, alors je pense par rapport au début de la présentation, qu'on n'y parle pas d'emboutissage. Alors effectivement, on n'a peut-être pas d'exemple concret sur l'emboutissage. Nous, on l'a bien vu comme étant, je pense que c'était avec le matrissage. Il faudrait que je revienne au tout début de la présentation, mais je pense que c'était mis au même niveau que le matrissage. Après, on n'a peut-être pas trouvé d'exemple concret pour ce procédé-là, mais c'est bien quelque chose qu'on avait en tête quand on évaluait l'ensemble du secteur. Merci Sylvain. Alors, une question maintenant d'Élodie qui s'adresse potentiellement à vous deux, je pense. Elle voudrait savoir s'il existe des labels ou des certifications qui seraient spécifiques aux produits métalliques qui sortent des fonderies ou pour les produits transformés par l'industrie. Je vais peut-être vous laisser répondre, Yves, puisque vous avez mentionné les différents labels auxquels vous avez postulé. Alors, pour ce qui est des fonderies, en fait, on est sur des normes. On n'a pas forcément de label particulier. Par contre, les fonderies par elles-mêmes peuvent avoir des certifications et des labels. Vous ouvrez aussi le champ à un sujet. Moi, j'aimerais qu'il y ait un meilleur ouvrier de France en fonderie. C'est une chose que je suis en train de travailler, de réfléchir absolument, parce que ça va avec la valorisation. Et c'est vrai que label, certification concernant des produits métalliques qui sortent des fonderies, ça va de pair à une action forte de renaissance et de redynamisation de notre métier. Donc c'est beaucoup plus large que spécifiquement rattaché aux produits métalliques.
Merci beaucoup, Yves. Une question qui s'adresse, je pense, plus particulièrement à vous. Deux questions, en fait, mais je pense qu'elles sont liées, donc je vous les pose ensemble. Première question, c'était celle de Magali qui demandait à la aux fonderies de Souglan, par quels moyens évaluez-vous votre impact environnemental? Et la question qui lui était liée, c'est celle de Jean-Michel. Présentez-vous en annexe au compte annuel un bilan annuel RSE et écologique? Alors, réponse à la deuxième question, oui. Et on est en train de travailler, en particulier pour la présentation de l'exercice 2020, dans le rapport d'activité, une partie RSE beaucoup plus détaillée. Parce qu'en fait, clairement, on fait beaucoup plus de choses qu'on ne le dit. Et il faut absolument qu'on puisse mettre en avant parce que ça fait partie, on en est fier en plus. Donc on veut absolument le faire. La partie environnement, oui, puisque on est ISO 14001. ISO 14001, on est visité tous les ans. Hein. Donc ça répond aussi à la première question, c'est-à-dire que qu'est-ce qui mesure notre le travail que l'on fait pour la protection de l'environnement, ben, c'est l'ISO, hein, tout simplement. Et on va, sur la partie énergétique, la transition énergétique, quand nous serons ISO 50001, mais on a déjà fait beaucoup de choses, parce que pour l'être, il ne suffit pas de le demander. Donc clairement, avec ces deux certifications, il y aura un outil de mesure très fort et qui continuera de nous mettre l'épée dans les reins pour protéger encore plus la planète. Merci beaucoup, Yves. Une question de Caroline. Sur l'acier, beaucoup de produits proviennent de pays à fort impact carbone comme la Chine ou l'Inde. Que peut-on faire quand on est un industriel qui achète ce type de pièces, sachant qu'on ne peut pas influer sur le mix énergétique d'un pays? Peut-être je peux proposer une piste de réflexion et après je vous passe la parole, Yves, puisque moi j'ai travaillé récemment pour des sidérurgistes, en particulier ArcelorMittal, qui, eux, mettent en place des projets de réduction de leurs émissions, en particulier de remplacement du gaz de coquerie par de l'hydrogène. À la fin, on est arrivé à la conclusion que, effectivement, si on fait des projets de réduction d'émissions de CO2, on va avoir un surcoût. Et donc derrière, si on a un surcoût, on va avoir un produit qu'on peut classer comme premium. Et je pense que c'est là où on peut demander aux personnes, aux intermédiaires peut-être de faire un effort, c'est d'accepter d'acheter un peu plus cher une tonne d'acier qui aurait été produite via des procédés pauvres en carbone. Voilà. Je passe la parole à Yves pour compléter ou préciser ce que je viens de dire. Bah, disons que c'est vraiment dans la continuité de ce que vous venez de dire, Sylvain, c'est-à-dire que l'éthique de nos fournisseurs va être de plus en plus regardée et pas par rapport au label et aux certifications qu'on peut avoir. Je pense qu'on parle de cercle vertueux. Clairement, nous, on va notamment de plus en plus baser nos recherches de fourniture de matières premières en particulier, de sous-traitance aussi, on sous-traite un peu, notamment en usinage, mais clairement, on veut travailler, on veut avoir un écosystème qui est éthique et respectueux de la planète. Merci beaucoup à tous les deux. Une question de Philippe qui nous dit quid de la robotisation et de la digitalisation dans les métiers de la fonderie? Alors, je vais vous faire une réponse. Oui, on digitalise parce qu'on a besoin de remonter de l'information et de gagner du temps et donc d'être plus performant. Le robot, avec 1500 références, pour nous, c'est même pas la peine d'y penser. Donc pour nous, ça n'apporte rien. Par contre, dans d'autres sociétés, ben, clairement, il y a des robots, de la robotisation, etc. Et de plus en plus, les fonderies s'équipent, et s'équipent pas uniquement d'ailleurs en robotisation, mais aussi pour tout ce qui est outillage, et ça, nous, on le fait beaucoup, en amélioration des conditions de travail. Hein, sans aller
sur des exosquelettes, par exemple, mais sur les stations débarbage, par exemple, où on lisse les pièces avec des beuleuses, on a mis en place des systèmes qui permettent de faire que les meules sont beaucoup moins lourdes. Donc, on fait un travail de fond sur ce sujet en particulier. Et puis, je terminerai ma réponse sur l'industrie comme n'importe quel métier. Une fois qu'on a automatisé, une fois qu'on a géré, une fois qu'on a calculé, qu'on a serré les boulons, comme on dit de tous les côtés, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde en particulier? Donc, dans nos métiers, une seule issue, l'innovation. C'est la seule. Pour moi, j'en ai cette conviction, mais il est très clair que l'innovation verte, c'est celle qui préserve la planète pour nos enfants et petits-enfants. C'est un devoir, c'est une obligation. Merci beaucoup Yves. Malheureusement, nous allons devoir clôturer ce webinaire parce qu'on a dépassé les 3 heures. J'allais vous demander quel était éventuellement le mot de la fin pour chacun de vous. Alors Yves, vous venez de donner un message fort concernant l'innovation, mais bon, n'hésitez pas si vous voulez faire passer un dernier message avant qu'on se quitte. Non, moi ça me va bien. Bon ben, restons là-dessus alors. Voilà. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup à tous les deux. Donc, nous allons devoir clôturer. Il aura répondu à vos attentes et vous remercions de vos retours et vos commentaires sur le déroulé à l'écran. Je rappelle que l'enregistrement semaine et le replay sera ensuite mis en ligne très prochainement sur la plateforme BPI France Université. Voilà, j'ai l'impression que j'ai eu des petites coupures de connexion. J'espère que vous m'avez bien entendu malgré tout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Marjorie et merci à tous. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je la transmettrai à Yves ou à d'autres personnes si le sujet ne me concerne pas. Voilà, merci encore et très bon après-midi. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Merci. Au revoir.